Dans l'épisode précédent, Fabien Marceau se confie sur son accident et sur les 2 ans qui ont suivi, entre hôpital, fauteuil roulant, rire, espoir et désespoir. Dans cet épisode, Fabien Marceau devient grand corps malade suite à sa rencontre avec le slam qui va radicalement changer sa vie. Une passion qui va grandir aussi vite que son succès. C'était un soir sans histoire, une fin de journée au destin sobre. 21h sans espoir, un mercredi d'octobre. Sur le macadam fatigué, trottoir en pente, rue des Dames. Très loin des drames agités, c'est ma première soirée slam. On est en octobre 2003. Et là, je suis avec mon pote Jackie, qui connaît le slam. Moi, je connais un peu, mais je connais juste le mot. J'ai passé une fois la tête dans un bar où il y a une scène slam. Je suis pas resté. Je connais très peu. Et lui, il connaît bien. Il a des potes qui font du slam. Et il a perdu un pari. Il a perdu un pari avec un de ses potes et il doit slammer. Et donc, il m'a dit, voilà, j'ai écrit un texte et ce soir, je vais dans un petit bar vers la place Clichy à Paris et je dois faire un slam. Et il me dit, vas-y, viens avec moi. Et moi, j'y vais. C'est mon pote. Je le suis pour l'encourager. Et donc là, voilà, je m'assois dans ce bar-là qui s'appelle Teranga à l'époque. Un bar africain, rue des Dames exactement. Teranga, ça veut dire bienvenue en sénégalais. Et là, je m'assois dans ce bar avec mon pote Jackie. Pendant 2 heures, j'écoute ce qui se passe. Il y a quand même une bonne 50aine de personnes entassées dans ce petit bar. Et il y a des gens qui se succèdent, même pas de scène, juste ils viennent devant le comptoir et ils disent des textes. Et là, il y a des textes incroyables. Je découvre un vrai univers où des gens font ça régulièrement. Ils ont un très gros niveau, des gens très différents, des hommes, des femmes, des plus jeunes, des moins jeunes. Je me rappelle d'un duo de slameuses incroyables avec lesquelles j'ai bossé derrière qui s'appelait Droupi et Tosha. 2 meufs incroyables avec des textes super crus. Attention les bobos, je suis carnassière de mon oro. J'ai mastiqué mon revolver et dégainé sans droit de veto. Et là, je me prends une claque sur leurs textes, hyper féministes, presque agressifs, mais en même temps très drôles. Puis après, j'entends Souleymane Diamanka, qui est un très très grand slameur. Si quelqu'un te parle avec des flammes, lui avec de l'eau. Sache que le seul combat qui se gagne, c'est le duel qui devient un duo. Là, je l'entends, lui, je prends une claque de beauté, de poésie absolue. Je passe vraiment d'une émotion à une autre parce que j'entends des textes durs, des textes drôles, des textes graves, mais surtout, je suis impressionné par la qualité de ce que j'entends. Et c'est vrai qu'après, on peut pas nier que le slam, il s'est beaucoup démocratisé, qu'il y en a plein qui sont allés s'essayer et que après, évidemment, dans le tas, il y avait à boire et à manger. Mais à la base, là, les activistes, c'était des putains de plumes. Là, tous ceux que j'ai entendus ce soir-là et que j'ai côtoyés dans les mois et les années qu'on suivi, c'était un très gros niveau. J'ai pris une avalanche de rimes et une cascade de thèmes. Si loin du star system, tu restes tard si t'aimes. C'est un endroit où il y a plein de gens très différents. Et surtout, ce qui me marque ce jour-là, la première fois que j'assiste à cette scène-là, c'est qu'ils se revendiquent poètes. Il y a beaucoup de gens dans leurs textes qui parlent de poésie, qui se revendiquent poètes. Et ça me trouble. Parce que pour moi, poète, c'était pas un terme de notre époque, tu vois. Moi, j'avais cette image de la poésie qu'on m'a appris à l'école, poésie qui peut être très belle, mais en tout cas qui date de plusieurs siècles. Et d'un seul coup, il y a des mecs en jean basket qui se revendiquent poètes. Et je trouve ça hyper classe, en fait, de me dire, putain, mais en fait, la poésie, ça peut être ça aussi. Et du coup, moi aussi, je pense que dans mes premiers textes, j'ai souvent utilisé ce terme de poésie ou de poésie à l'oral ou de se prétendre poète. Et du coup, j'ai retrouvé, voilà, la noblesse de ce mot-là. Et que être poète, finalement, ça pouvait être moderne et assez classe. C'est pour ça que j'étais très impressionné, que j'avais envie de participer et que quand tu sors d'une scène slam, donc c'est le principe, c'est une scène ouverte, voilà, t'entends des mots pendant 1h30, 2 heures, des flots de mots, des styles différents et tu rentres chez toi, j'étais dans le métro, t'as encore des mots plein la tête et je rentre chez moi et dans la nuit, j'écris un texte en me disant dès la prochaine scène dans ce bar-là, c'était une scène mensuelle, donc fallait attendre 1 mois, c'était long parce que j'avais envie d'y aller plus vite. Mais en tout cas, j'ai écrit dans la nuit qui a suivi, puis un autre texte et puis 1 mois après, j'y suis retourné. Et j'ai participé à ma première scène slam en novembre 2003. Le slam a giflé mon esprit puis libère les passions, secouant mon envie créative restée en hibernation. À la recherche de ces ambiances dans tout Paris, je vais zoner. C'est décidé, ma voix est libre et son timbre va résonner. Je m'inscris, je vais voir Lior du collectif 129H qui anime ce soir-là la scène ouverte. Et il me dit, tu t'appelles comment? Je dis, je m'appelle Fabien. Et il me dit, t'as pas de nom de slammer? Et dans mon texte, à un moment, je me parlais de moi en tant que grand corps malade. Et donc, parce qu'il me dit, t'as pas un nom de slammer, je dis, si, t'as qu'à dire Fabien, alias grand corps malade. Donc moi, j'assiste à plein de slammers et en même temps, j'ai une boule au ventre, je suis en panique, je vais devoir dire mon texte. J'espère que je m'en souviens assez, je l'avais appris par cœur parce que je voulais pas lire ma feuille, parce que t'as le droit de lire ta feuille dans les scènes slam. Et au moment où il m'appelle pas du tout Fabien. Quand il m'appelle sur scène, il m'appelle grand corps malade. Donc du coup, je vais faire mon texte. Ça se passe très très bien, c'est un texte qui s'appelait Cassiopée. Pour moi, une nuit d'été, une nuit de juillet, une nuit compliquée que j'ai pas maîtrisée. Une
nuit complexe qui fait qu'aujourd'hui je vous dis ce putain de texte. Une nuit qui part dans tous les sens, qu'a mis les miens en transe, et qui fait que maintenant Cassiopée me regarde d'un air énervé en me disant « Fab, sur ma vie, t'as déconné ». Comme souvent, les premiers textes sont pas très gais. J'ai appris après à avoir des textes plus positifs. Ce texte, il parlait de mon accident. En fait, 2-3 jours ou 2-3 nuits plutôt avant mon accident, il y a un animateur qui me montrait le ciel et qui connaissait les constellations. Je connaissais rien, moi, et lui me dit, tu vois, le W là-haut, ça s'appelle Cassiopée. Ah ok, Cassiopée. Et du coup, 2-3 jours après, j'ai eu mon accident et c'était dans une piscine en plein air, donc à ciel ouvert. Dans ce texte-là, je raconte pas en détail mon accident, mais je fais des allusions à cet accident et au fait que Cassiopée a assisté à toute la scène. Et après, c'est une espèce de dialogue entre moi et Cassiopée. Voilà. Je lâche mon texte, j'ai une super écoute, tout le monde m'applaudit très fort. Les gens viennent me voir après à la pause en me disant « il est chambé ton texte, mais tu fais ça depuis longtemps ». Je dis « non, c'était la première fois ». Et tout de suite, je me sens hyper accueilli. Je sens que je peux le faire. Je sens que je suis complètement capable d'écrire un texte et de le lâcher comme ça face à des gens. Et j'ai juste envie de participer, quoi. C'est comme une évidence, quoi. Donc voilà, je me suis senti à ma place rapidement. Je connaissais le principe de loin, j'avais jamais trop calculé. Je ne me serais jamais douté que ma vie allait basculer. Personne sait que je m'appelle Fabien. Tout le monde m'appelle Grand Corps ou Grand Corps Malade. Et c'est vraiment un milieu où moi, je connais plein de slammeurs. J'ai attendu vraiment de les connaître très bien avant de savoir qu'ils avaient un prénom, quoi. Voilà, on s'appelait tous par, Rouda, Neobled, Dagoblin, Shakyamuni, John Pouch Chocolat. Voilà, que des noms chelous. Et j'ai aimé ça. J'avais encore un vrai métier. Je travaillais au marketing du Stade de France. Ça me plaisait de moins en moins. Et en parallèle, le soir, la nuit, j'avais cette vie très underground puisque le slam était très peu connu et c'était dans quelques petits bars parisiens ou banlieusards, loin des projecteurs. C'était une période de ma vie ni joyeuse et ni triste, où ma routine ne m'offrait que très peu de hors-piste. Je suivais la route imposée par les événements, un automate souriant, sans débordement de sentiments. Quand je repense à cette époque-là, j'allais très bien, j'avais un taf, j'avais plein de potes, tout allait bien. Mais en même temps, je suivais la route imposée par les événements, c'est vraiment ça, sans passion, quoi, sans adrénaline. Le fait d'entrer dans ce bar et de découvrir le slam et finalement de m'y mettre, là, là j'ai retrouvé de l'adrénaline, là j'ai retrouvé une passion. J'ai une frénésie d'écriture. À cette époque-là, j'ai mon appart, j'ai pas de meuf, j'ai pas d'enfant. J'écris énormément, j'écris la nuit, j'écris le jour au taf. Quand je suis au taf, en fait, je fais le mytho et des fois j'écris des textes et je slam partout où c'est possible. Là, je crois que je connais toutes les scènes slam de Paris et de banlieue. Je vais partout et puis je suis pas tout seul. Hein. On est un petit groupe d'activistes. Je fais connaissance avec des mecs et des filles super forts et je commence aussi en parallèle à animer des ateliers d'écriture. Donc voilà, c'est une période très fast, très productive en termes d'écriture. Et puis, en 2004, il y a les premiers gros tournois de slam, des tournois qui s'appellent Bouche à oreille. C'est une fois par mois le dimanche. C'est à la Boule Noire, puis au Trabendo, donc dans des vraies salles de spectacle. Nous encourageons les juges à noter chaque poète en mettant de côté leurs préjugés et sans se laisser influencer par le public. En revanche, nous encourageons le public à essayer d'influencer les juges. Le slam, c'est ça. Et là, le slam commence à intéresser un peu des gens. Il y a même des gens qui viennent juste pour le plaisir d'assister à ces gros tournois et quelques médias qui arrivent. Et voilà, il se trouve que je gagne ces tournois très souvent, voire tous les mois d'ailleurs. Je mets toute modestie de côté. Genre pendant 1 an, je gagne chaque mois le tournoi. Et du coup, je suis très identifié dans le milieu du slam. On me connaît. J'ai envie de dire, je me professionnalise. C'est pas du tout ça encore, mais en tout cas, avec quelques potes slameurs et slameuses, on crée un petit collectif, on commence à faire des petits spectacles, on est programmé dans des petits festivals un peu alternatifs, on a nos premiers mini-cachets, on commence à faire un peu de scène, quoi, au-delà de la scène ouverte dans les bars. Tu comprendras pourquoi je rigole, pourquoi je crains, pourquoi je rêve, pourquoi j'espère, surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver. Et à un moment, je me dis, c'est con, j'ai beaucoup de textes, je vais les oublier petit à petit, et il y en a quand même qui sont bien, je trouve. C'est con de pas laisser une trace. Pour moi, le slam, c'est vraiment de l'oralité. Il n'y a aucune raison de laisser une trace écrite, un recueil de textes. Ça m'intéresse pas. Pour moi, c'était forcément une trace orale, donc un enregistrement. Et qui dit enregistrement, pour moi, disait musique. Même si j'étais pas musicien, l'a cappella, parce que le slam, c'est a cappella, ça marche quand le slammer, il est là devant toi, il interprète le texte, il y a une présence sur scène. Mais sur un support que audio, je me suis dit, ça va être chiant, l'a cappella au bout de 2 textes. Puis voilà, évidemment, j'aimais beaucoup la musique, j'avais envie de mettre des instrus là-dessus. Donc voilà, sur les scènes slam, il y a un mec qui s'appelle Nicolas Segui, Petit Nico à l'époque, son nom de scène, et lui, il fait de la musique en plus de faire du slam et me propose de mettre mes textes en musique. Donc c'est avec lui qu'on démarre, je fais une petite maquette de 5 titres, et puis je la propose à droite à gauche, ça intéresse personne. Mais un jour, je participe à une scène dans un gros club qui s'appelle Le Réservoir à Paris. C'est une scène où il y avait un peu de tout, du beatbox, de la danse hip-hop, et puis moi je faisais 2 textes. Et là, il y a un mec qui est dans la salle qui s'appelle Jean Rachid, et qui me voit,
Jean Rachid, je le connaissais parce qu'il était humoriste à l'époque, comédien. Il parle de moi à un pote à lui qui me connaissait de Saint-Denis. Et du coup, Jean Rachid, il dit, ouais, j'ai vu un mec là, dans une soirée, ça s'appelle du slam, lui, il s'appelle Grand Corps Malade, mais c'était bien. Et le mec, Amran, dit, Fabien, mais Grand Corps Malade, je le connais, c'est un pote à moi de Saint-Denis. Ouais, je sais qu'il fait un peu de slam. Jean Rachid prend mes coordonnées, on se rencontre. Là, je lui donne ma petite maquette de 5 titres, je lui fais plein d'autres textes que j'avais comme ça. Et je sais pas, lui, il en avait un peu marre d'être sur scène, d'être humoriste. Il tente autre chose et là, il décide de me produire. Donc l'histoire, c'est que il connaissait bien la patronne du réservoir, justement là où il m'avait vu. Et donc voilà, j'ai une soirée où pendant 1 heure, je dis des textes tout seul. Et là, Jean Rachid, il blinde la salle parce qu'il avait plein de contacts. Donc ce soir-là, dans la salle, il y a Diams, il y a Edouard Baird, il y a Eric et Ramsey. Il avait ramené tous ses contacts. Et moi, je suis en panique. Il y avait aussi des rappeurs, il y avait Passy, Stomy. C'était incroyable. C'était surréaliste. J'ai rencontré la poésie, elle avait un air bien prétentieux. Elle prétendait qu'avec les mots, on pouvait traverser les cieux. Je slame pendant 1 heure et ça se passe hyper bien. Je fais des textes drôles, des textes plus poétiques. Tout le monde a l'air de kiffer. Eric et Ramsey viennent me voir et me disent « Putain, on fait une émission de télé la semaine prochaine, on t'incruste dans l'émission ». Donc je me retrouve à faire une émission de Thierry Ardisson à l'époque sur le câble qui s'appelait Faubourg Saint-Honoré. Là, pendant l'émission, je fais des textes autour de la table. Ardisson, il kiffe. Il m'invite à sa grosse émission, tout le monde en parle. Il faut avoir au moins 40 ans pour connaître cette émission. C'était l'antre de la promo le samedi soir. Si tu faisais tout le monde en parle, t'avais gagné, quoi. Quand t'avais un album, un film ou un disque à vendre, moi, j'avais rien à vendre, mais il m'invite à tout le monde en parle. J'ai senti qu'il y avait un déclic, c'est-à-dire que je savais qu'il y aurait un avant et un après. Ça s'est encore plus confirmé le mois d'après, quand je suis arrivé avec mes 2 textes, et que ça s'est très bien passé, et que tout le monde m'a accueilli, m'a distribué des flyers en disant « Tiens, moi j'ai une scène slam à tel endroit, moi je suis quai de Valmy, tiens, va bien. » Et que d'un seul coup, j'ai été adopté d'entrée de jeu par cet univers d'activistes du slam. Ouais, j'ai senti ce déclic-là. Je savais pas où il allait me pousser, ce déclic, mais j'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait. Et j'étais en train de préparer mon premier album avec Jean Rachid, qui avait emprunté des sous pour produire l'album. Donc avec Petit Nico à la baguette musicale, on est en train d'enregistrer mon premier album qui s'appellera Midi 20. En parallèle, je fais cette émission de télé qui fait un buzz de ouf. Plusieurs maisons de disques se renseignent, viennent taper à la porte de notre studio en disant « Mais nous, on veut vous signer. » Nous, donc on est en prod indé, on produit nous-mêmes l'album. Et c'est comme ça qu'on sort notre premier album en 2006 qui se vend par camion et qui s'appelle Midi 20. Il me reste tellement de choses à faire que j'en ai presque le vertige. Je voudrais être encore un enfant mais j'ai déjà 28 piges. Alors je vais faire ce qu'il faut pour que mes espoirs ne restent pas vains. D'ailleurs je vous laisse, là c'est chaud. Il est déjà 12h20. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode de Destin. Destin est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. Cet épisode a été réalisé par Cédric Ledoré. Rédaction en chef et interview, Anaïs Kopman. Production, Anne-Cécile Kiry, assistée de Marie Carrette. À bientôt pour un nouvel épisode.